Bonjour à tous. Martine Pellissier, je suis professeure d'architecture à Caen Université et je vous propose aujourd'hui une conférence qui est axée sur l'architecture et le design. Donc, après la Première Guerre mondiale, voilà, on va donc mettre en place le diaporama pour pouvoir donc euh, voir un petit peu tout ça. Voilà. Donc, l'architecture et le design en France après la Première Guerre mondiale, parce que à ce moment-là, on va véritablement avoir une nouvelle conception de l'aménagement intérieur de l'habitat. En fait, on peut envisager vraiment un changement de mentalité. Il y a une très belle formule à ce moment-là, donc après la Première Guerre mondiale, qui dit que l'art de 1900 était un art qui était basé sur la recherche de la fantaisie, alors que l'art de 1925 était du domaine de la raison. Donc, il y a vraiment une volonté de rationalité, de moderniser un petit peu cet habitat intérieur. Et dans ce cadre, précisément, il va y avoir un groupe d'artistes très important euh, qui va animer toute cette conception, c'est l'UAM, l'Union des artistes modernes. Ce groupement va se constituer en 1929 et il est particulièrement intéressant parce que c'est celui qui va essayer de réconcilier ce désir de modernité qui est très fort après le traumatisme de la Première Guerre mondiale. On a vraiment besoin de concevoir des lieux d'habitat complètement différents. Donc, il arrive dans ce besoin de modernité, mais en même temps, c'est ça qui est essentiel par rapport à d'autres mouvements, pour ne pas citer évidemment le Bauhaus en Allemagne. Il va essayer de réconcilier cette notion de modernité et la notion de luxe à la française. On va voir vraiment cette partie importante de la constitution de l'Union des artistes modernes. Ce qui est aussi caractéristique, c'est que cette union des artistes modernes va avoir besoin de moyens pour se présenter, pour présenter donc un petit peu ses créateurs. Alors, il va y avoir quelques salons, mais en fait, la grande partie qui va vraiment les faire connaître, c'est des réalisations, parce que la caractéristique de ce groupe, c'est d'arriver à relier les architectes et les différents arts. On va revenir sur cette notion qui est absolument essentielle. Donc, pour faire ces créations d'art total, ils vont créer des œuvres architecturales qui vont être de véritables icônes de la modernité. Donc, on va les examiner également précisément. Et puis, ils vont très rapidement arriver à une notion essentielle. Et c'est sur cette notion essentielle d'ailleurs que eh bien, d'autres mouvements comme le Bauhaus, justement, va un petit peu se heurter, c'est que pour arriver à réaliser leur désir, il va falloir baisser le coût. Il va falloir produire de façon industrielle, en série plus ou moins importante, et on va voir donc dans quelle mesure eh bien, ce groupe va pouvoir s'adapter à cette thématique. Le mouvement, bien évidemment, va s'épanouir pendant cet entre-deux-guerres, mais après la Deuxième Guerre mondiale, il va y avoir des tentatives de survie un petit peu qui vont se prolonger et malheureusement, le mouvement va disparaître en 1958. Ce groupe va se dissoudre en 1958. On va voir comment et on va voir quels sont en quelque sorte quelques petits essais de prolongement donc à ce moment. Donc, on va repartir sur cette création de l'Union des artistes modernes 1929. Donc, c'est deux notions essentielles, le désir de modernité et la notion de luxe à la française. Alors, il y a déjà des prémices avant la Première Guerre mondiale et quelque chose d'assez surprenant, c'était la fameuse maison cubiste du Salon d'automne qui se trouvait donc à Paris en 1912. Pourquoi? Parce que pour la première fois, on va voir apparaître une conception sculpturale de l'architecture, c'est-à-dire que l'architecture n'est plus cantonnée à son domaine pur, mais elle va se mélanger à d'autres arts et en l'occurrence à la sculpture. Euh, donc c'est une conception sculptée
en fait, qui fait rentrer dans un espace cubiste. C'est complètement nouveau. Alors, bien sûr, comme vous pouvez le voir sur la photo de droite, ça se met en place à partir d'une conception qui reste relativement classique, mais il y a des éléments comme l'entrée que vous avez sur la gauche qui est quand même assez extraordinaire. Et à l'intérieur, eh bien, on va mettre en place évidemment des pièces comme le fameux salon bourgeois. Alors ça, c'est donc André Marc et Raymond Duchamp-Villon qui vont le réaliser. Raymond Duchamp-Villon, il vient de la sculpture, justement, encore une fois. C'est lui qui est essentiellement à la manœuvre, en quelque sorte, pour la réalisation de du fameux portail d'entrée qu'on a vu préalablement. Mais à l'intérieur, il y a une participation d'un ensemble de personnes, l'architecte décorateur André Marc, et puis d'autres personnalités, par exemple Jean Metzinger qui va présenter La femme à l'éventail, mais vous voyez qu'André Marc n'a pas hésité à présenter un paravent qui s'appelle Les Faunes, là aussi très, très stylisé, avec un rythme coloré à l'intérieur, et Jean Metzinger plutôt dans le principe cubiste qui va fractionner un petit peu cet espace. Alors on est encore dans une thématique qui est très art nouveau, même si elle est très stylisée. On voit dans ce décor qui apparaît donc dans le salon énormément de fleurs, énormément de guirlandes, de bouquets. Donc on reste dans une thématique encore reliée bien sûr à l'art nouveau, mais c'est une autre conception d'ensemble. On va partir sur une atmosphère générale de ces habitations et donc on rentre vraiment dans une autre vision. Alors, ce premier petit essai va déboucher en fait sur la constitution assez rapide d'un groupe d'amis. On va les voir, ils vont se mettre en place les uns après les autres, ils vont présenter un petit peu leur solution en quelque sorte, et ils vont commencer à se réunir un petit peu avant la fondation de l'UAM à travers différents salons. Première participation de quelques personnes au Salon d'automne de Paris, section art urbain 1922. Le grand groupe qui arrive avant la constitution de l'UAM, c'est le Salon des artistes décorateurs, et il y a une participation de ce noyau de l'UAM en 1924 dans ce Salon des artistes décorateurs. Et d'ailleurs, c'est une dissension à partir donc de cette participation de ce noyau d'artistes au Salon des artistes décorateurs qui va déboucher finalement en 1929 sur l'UAM, et puis donc également en 1925 la création d'une boutique. C'est Pierre Charot qui va donc mettre en place une boutique qui va faire la synthèse des trois arts. Ça, c'est essentiel, ces trois arts, c'est justement l'architecture, la peinture, la sculpture. On va mettre en place l'ensemble. Voilà ces réalisations, donc justement de Pierre Charot, personnage essentiel au niveau de l'UAM, avec donc à ce moment-là, donc 23-24, donc on est évidemment avant la Constitution, un joli travail sur des plaques d'albâtre qui vont permettre de constituer des luminaires assez intéressants, avec parfois des thématiques visuelles. Le lampadaire religieux que vous voyez s'afficher bien à cette vision un petit peu de personnage, donc avec sa cornette sur la partie supérieure, c'est un socle de fer forgé. Et puis les appliques, donc qui s'appellent les appliques mouches de 1924, qui viennent d'apparaître sur la droite. Elles mouchettent en quelque sorte le mur et vont créer une atmosphère là aussi lumineuse sur cet espace donc coloré. Autres personnalités, encore une fois, sont des gens que l'on va voir revenir de façon importante une fois la constitution de l'UAM faite, mais leur création existe déjà préalablement. On peut les réunir dans cet avant 1929 dans tout un ensemble de réflexions sur les meubles transformables. Pourquoi ? Notamment les tables. Pourquoi ? Eh bien, parce que le but, c'est d'arriver à créer des espaces flexibles. Espace flexible, ça veut dire meubles flexibles, donc meubles transformables. Alors, Hélène Gray, la première donc, qui est présentée ici, qui va créer donc un cabinet au tiroir pivotant. La date est importante, 26-29. Vous allez voir que ça va revenir sur une création essentielle d'Hélène Gray, dont on va parler dans ces fameuses créations icônes de la modernité, création architecturale icône de la modernité, c'est-à-dire la fameuse villa E1027 à Roquebrune.
Donc, ce cabinet à tiroir pivotant a ceci de révolutionnaire, c'est que c'est une œuvre utile. Évidemment, le fait d'utiliser le tiroir en décalé permet d'accéder assez facilement aux différents éléments. Mais c'est aussi une œuvre graphique. Hélène Gray est vraiment fondamentale dans cette vision essentielle que le meuble se veut rationnel, utile, modulable et beau. Tout ça s'est réuni dans cette présentation. Francis Jourdain, c'est donc l'autre personnalité qui est présentée ici, une petite table console de 1928, puis Auguste Perret, c'est le bureau pliant pour Marie Dormois de 1927. Alors, avant de parler d'Auguste Perret, Francis Jourdain, donc cette table console, ce qui est intéressant, c'est que c'est deux éléments qui normalement n'ont pas lieu d'être ensemble. La table d'un côté, la console de l'autre. Eh bien, Francis Jourdain va mélanger justement cette vision générale avec une silhouette qui est extrêmement intéressante, très nette au niveau des angles, et en même temps donc un petit caractère asymétrique, un petit peu anthropomorphique en quelque sorte, avec de beaux matériaux. Vous voyez que c'est un package de bois et de cuivre nickelé. C'est plutôt le nickel qui est utilisé dans un premier temps. Dans les années 23-24, on ne parlera de métal chromé un petit peu plus tard, notamment avec les tubes. Donc, en l'occurrence, voici le travail de Francis Jourdain. Quant à Auguste Perret, qui s'est affiché un petit peu rapidement, mais bon, le voilà quand même, le bureau pliant, donc Marie Dormois, qui utilise de l'acajou et de l'ivoire. Alors, quand même, Auguste Perret, je vous le rappelle, c'est le grand architecte, celui qui a commencé à utiliser avant tout le monde en France le béton et le ciment armé comme matière noble, sans les masquer. Donc ça date de 1905, il y a la fameuse église du Raincy en 1924 qui va là aussi faire la part belle à ce matériau complètement révolutionnaire en tant que tel, c'est-à-dire non masqué, et il travaille aussi dans ce caractère, donc ce travail automobilier. Le fameux bureau pliant que vous voyez, eh bien là aussi, il y a ce caractère adaptable, modulable, mais extrêmement graphique avec ce justement qui peut se transformer. Et puis le bureau chevet, là aussi, avec ses tiroirs décalés de 1925 que vous voyez apparaître. Donc là aussi, un meuble qui peut avoir plusieurs utilisations. Dans la boutique de Pierre Charot, dont je vous parlais tout à l'heure, il y a déjà un certain nombre d'artistes. La première, c'est Hélène Henry, cofondatrice vraiment au début de l'UAM, très importante. Elle présente, elle va travailler essentiellement le tissu, la matière textile. Donc là, c'est un échantillon des pavés décalés et des pipes. Les petites pipes noires, c'est celles que vous avez en motif sur la droite. Hélène Henry, elle est très intéressante parce qu'elle va rappeler un certain travail féminin, bien sûr, mais aussi travail féminin dans certains ateliers. Ça vous a rappelé peut-être la personne qu'on avait évoquée l'année dernière, qui est Annie Albers au Bauhaus. Jean Burkhalter, au premier salon de l'UAM en 1930, a présenté des choses très surprenantes. C'est un architecte décorateur également. Il va présenter donc un ensemble de meubles en acier émaillé, mais l'acier émaillé donne une impression de corde, c'est-à-dire que vous avez une adéquation entre l'acier tordu, en quelque sorte, et la vision de la corde qui est utilisée, corde et osier qui est utilisée pour l'assise et le dossier des chaises. Ça donne un ensemble d'une modernité extrêmement surprenante à ce moment-là, donc d'utiliser ce type de matière. Quant à Pierre Legrain, c'est surprenant parce que c'est vrai qu'on l'attend un petit peu moins sur ce genre de démarche moderniste. Pierre Legrain est plutôt quelqu'un qui est assimilé art déco, qui va chercher des matières luxueuses. Et d'ailleurs, le fauteuil que je vous montre, le fauteuil de lecture pour Jeanne Doucet, est effectivement quelque chose qui est assez précieux, puisque donc c'est un ensemble qui utilise des bois précieux, des matières donc vraiment de grande qualité, mais c'est quand même un élément qui est proche du mouvement moderne. Regardez par exemple les lignes nettes, sobres, très utilitaires. Vous avez la petite lampe
qui se rajoute sur la partie supérieure. C'est un fauteuil de lecture, effectivement. Alors, Jacques Doucet, bien sûr, c'est un mécène qui est plutôt, là aussi, qui va faire plutôt travailler des artistes autour de cette recherche de beaux matériaux, mais vous voyez que là, l'inspiration de Pierre Legrain, c'est les bergers Sénoufo, un meuble donc, qui évoque un petit peu le travail des bergers Sénoufo de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y avait une très célèbre croisière noire entre 1924 et 1925 qui a traversé littéralement l'ensemble du continent africain et qui a donné toutes ses inspirations autour de l'Afrique, pas qu'au niveau décoratif, pas qu'au niveau sculptural, mais également au niveau du mobilier. Ça explique l'utilisation notamment des peaux d'animaux qui viennent justement de ce travail ethnographique pour la première fois et pas uniquement folklorique. Hein. Et puis Pierre Legrain, c'est très surprenant, regardez l'autre réalisation, la fameuse cage à oiseaux de 1929, là aussi très beau matériau, hein, c'est de l'ébène laqué et du parchemin que vous voyez apparaître sur des petites parties, le soutien de la cage et la partie basse du socle de cette cage à oiseaux. Il y a quelques inspirations très surprenantes qui sont quasiment une espèce d'évocation du mouvement Dada avec ses décalages, avec ses surprises, avec ces juxtapositions de matériaux qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et puis, cette espèce de cage fermée et ouverte en bas, puisqu'il y a ce jeu avec le socle, qui est quand même extrêmement surprenante. Donc, il y a du graphisme, du décalage, là aussi des choses qui sont assimilables donc au travail des artistes, de ces artistes modernes. Alors, la grande exposition majeure de toute cette période, c'est la fameuse Exposition internationale des arts décoratifs et industriels et modernes qui se déroule donc à Paris en 1925. Alors, il y a eu beaucoup de pavillons, bien évidemment, qui ont mis en valeur ce fameux luxe à la française, hein, qui est revendiqué, qui est thématisé, qui est représenté, par exemple, par le pavillon du collectionneur, avec beaucoup de travail autour du mobilier de Ruhlmann. Mais là, ce dont je vous parlais, ce sont deux autres réalisations intéressantes qui sont, elles, appartiennent, elles, à ce fameux mouvement moderniste, à commencer donc par l'ambassade française, cette ambassade française qui va être donc mise en scène par la Société des artistes décorateurs. Je vous disais que vraiment le premier groupe qui est l'embryon de ce que va être l'UM, c'est la Société des artistes décorateurs. Alors, dans cette ambassade française, donc, il y a un élément qui va vraiment marquer les esprits, c'est le fameux bureau bibliothèque de Pierre Charot, tout à fait surprenant, avec un plaquage de bois de palmier et donc un tapis de Jean Lursa qui complète cet élément rotatif. Il y a vraiment ce caractère dynamique qui est mis en place. Donc, ce très beau bureau qui est réalisé évidemment par Pierre Charot, mais qui est mis en scène dans cet espace qui évolue, qui s'ouvre. Vous voyez que les étagères sont intégrées à l'intérieur, à l'extérieur. Il y a un espace d'ouverture aussi sur la partie supérieure qui va permettre d'éclairer la nuit justement de ce bureau bibliothèque. Il est remonté au musée des arts décoratifs dès qu'il sera ouvert. Je vous suggère d'aller voir parce que vraiment la pièce est extrêmement impressionnante. Elle a évidemment marqué les esprits par sa modernité, par sa cette conception donc intérieure-extérieure adaptable, flexible, moderne, qui était extrêmement surprenante. Alors, bien sûr, il y a d'autres pièces, et d'autres pièces peut-être encore plus extrêmes, en quelque sorte, à commencer par le fameux fumoir de Francis Jourdain. Alors, Francis Jourdain, c'est vraiment quelqu'un de particulier, vous allez le voir revenir, évidemment, au niveau de l'UAM. Regardez déjà ce qu'il présente dans ce fumoir. C'est un fumoir démeublé, c'est exactement ça. Il va utiliser cet espace au mieux
de façon harmonique. Il ne s'agit pas de démeubler pour le plaisir de l'absence de mobilier, mais au contraire pour donner le maximum de signification à ces meubles mis en place avec parcimonie et justesse. Il faut que le meuble s'adapte à l'endroit où il va être déposé. Ce n'est pas de la décoration pour la décoration. Et évidemment, il est tout à fait logique que Francis Jourdain soit justement le premier traducteur d'un pamphlet, on peut dire ça, d'un artiste qui s'appelle Adolphe Loos et qui a présenté en 1908 l'ornement comme un crime. Donc 1913, Francis Jourdain traduit ce fameux petit pamphlet donc qui a fait un certain bruit à l'époque et le met en scène en quelque sorte dans ce fameux fumoir. Alors bon, il y a quelques éléments en plus. Vous venez de voir s'afficher un vase de Jean Dunand. Vous aviez également des sculptures de Jean et Joël Martel. On va les revoir un petit peu plus tard. Mais en tous les cas, vous avez donc une rationalité évidemment de cet espace intérieur harmonieux. Et c'est dans le même esprit qu'apparaît un autre personnage qui va là aussi revenir parce que c'est quelqu'un qui travaille énormément sur notamment la série. On va voir que dans le concept industriel, la série est fondamentale. Et là, il présente donc une de ses premières œuvres dans dans cette fameuse ambassade française de 1925 à Paris. C'est une chambre de jeune fille, donc avec des meubles, là aussi, assez sobres, qui utilisent cet espace pour donner une atmosphère générale extrêmement harmonieuse. Et il va se faire aider d'un autre artiste très important, c'est Jean Perzel, qui obtient d'ailleurs pour ses réalisations une médaille d'or. Cette médaille d'or est liée à la fameuse lampe que vous voyez sur le chevet donc, de cette chambre de jeune fille. Il a également d'autres réalisations. C'est le maître du luminaire, Jean Perzel, et c'est celui qui va comprendre le premier l'utilisation moderne de l'électricité, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire des luminaires dans une tradition, on va dire, mais au contraire utiliser au mieux le potentiel de l'électricité, c'est-à-dire notamment masquer, par exemple, l'endroit où se trouve la lumière centrale pour la diffuser sans éblouir. Donc, il y a vraiment tout un caractère destiné à l'utilisateur de ces luminaires, tout en restant donc d'une harmonie absolument essentielle. Donc, tout ça est toujours, bien sûr, lié. Alors, bien sûr, dans cette ambassade française, il ne faut pas oublier les éléments qui commencent à être à la mode. N'oublions pas qu'on commence à mettre en valeur le corps donc, qui va s'exposer à l'extérieur, qu'on va rendre dynamique. Il faut donc une salle de culture physique et une salle de repos. C'est donc le travail de Pierre Charot et de Francis Jourdain. Vous voyez donc ces deux salles s'afficher, effectivement. Regardez la pendule qui se trouve donc sur le côté droit, c'est intéressant, elle va revenir en quelque sorte dans une autre réalisation très importante de ces fameuses créations architecturales, icônes de la modernité. Quant au reste, eh bien, vous avez un travail intéressant avec ces ensembles qui permettent parfois donc des meubles suspendus. Hein, regardez la salle de repos justement sur le côté gauche, ça aussi c'est intéressant. Certains artistes vont retenir la leçon. Et puis vous avez tout un travail décoratif, dynamique, animé. Ce n'est pas un hasard. Si l'on voit arriver une certaine Sonia Delaunay, on va en reparler bien évidemment, et un certain Jean Lurçat pour le tapis. D'ailleurs, regardez le fameux tapis sirène, effectivement, qu'il va faire à ce niveau-là. Jean Lurçat est le frère d'un certain André Lurçat. André Lurçat, architecte, Jean Lurçat, décorateur, qui va se spécialiser bien évidemment dans la tapisserie. On connaît ses réalisations de l'après-Deuxième Guerre mondiale, mais il commence déjà à utiliser cette matière pour mettre en place ces lignes très sobres et très dynamiques donc autour de cette représentation.
Et puis, dernière partie intéressante de cette ambassade française, c'est le fameux jardin d'hiver. Alors là, celui-là, il a eu quelques effets un peu scandaleux. C'est Robert Mallet-Stevens qui s'est fait aider pour l'occasion, et vous allez voir qu'évidemment, ce n'est pas négligeable par un certain nombre d'artistes. Robert Mallet-Stevens nous présente ce fameux jardin d'hiver. Ça, pour le coup, c'est particulièrement extrême dans la thématique. On n'avait jamais vu ça avant. Tout est organisé sur ce principe dynamique. Ça reste élégant, bien évidemment. C'est pas quelque chose qui nous choque à l'heure actuelle, mais en 1925, c'était une autre vision. Hein. Donc, ce fameux jardin d'hiver est aménagé pour les vers par Louis Barillet. Hein, ça, on reste d'ailleurs très proche, hein, Mallet-Stevens et Barillet. On retrouve évidemment Delaunay, Robert, donc le mari de Sonia, pour tout le travail justement de rythme coloré. Gabriel Guévecquin, là aussi, c'est pas anodin de le voir arriver à ce moment-là, parce que lui aussi travaille. Alors lui, c'est plutôt le jardin, les plantes, mais de façon dynamique et dans une vision là aussi de l'espace. Fernand Léger, évidemment, et Henri Laurence, donc, qui travaille un peu plus sur la sculpture cubiste, qui est plus proche du mouvement cubiste. Donc, tous ces artistes, en fait, si on analyse, vont travailler le rapport au rythme coloré. Robert Delaunay, c'est le chantre de ce qu'on va appeler, c'est Apollinaire qui lui donne ce titre, le cubisme orphique. Ce cubisme extrêmement dynamique et entraînant qui va poser le principe du rythme de couleur. C'est aussi une thématique que va déployer Sonal Delaunay avec ces rythmes colorés et ces couleurs juxtaposées. Mais à côté de cette ambassade française, il y a un autre pavillon. Alors lui, pour le coup, qu'on a même essayé de masquer. Il était tellement révolutionnaire qu'au début, les organisateurs de l'événement, donc de cette exposition de 1925, vont même essayer de le cacher derrière une palissade. Et puis bon, ils vont se dire quand même que les participants méritent un petit peu mieux, même si c'est des personnes qui ont déjà fait un petit peu parler d'eux. C'est un certain Le Corbusier et Amédée aux enfants, son cousin. C'est donc, ils vont réaliser tous les deux ce fameux pavillon de l'esprit nouveau qui sera donc reconstruit à Bologne en 1977. Donc, les photos d'origine et la reconstitution de Bologne. C'est un pavillon révolutionnaire. Pourquoi? Parce que c'est exactement l'adaptation de la conception de Le Corbusier à ce niveau-là qui va essayer de mettre en évidence un habitat comment dire, standardisé qui va être une cellule d'immeuble villa. Il y a déjà cette notion essentielle qui est de concevoir quelque chose de reproductible, de facilement reproductible. C'est pour ça qu'il y a le terme cellule, hein, ça rappelle le module, hein, mais évidemment c'est une représentation en 3 dimensions. Donc cellule d'immeuble villa qui en plus s'intégrerait dans un plan qui a été présenté donc en 1922, le fameux plan voisin qui va envisager un développement donc, de grands ensembles à Paris où ces cellules seraient intégrées dans quelque chose qui ressemble fortement à des immeubles, bien évidemment. Mais chaque cellule est un prototype qui est un habitat individuel, qui se veut un habitat individuel, une machine à vivre en quelque sorte limitée à une utilisation donc individuelle dans un ensemble collectif. On va voir la différence évidemment avec la fameuse machine à habiter de la villa de Poissy. Mais tout ça participe évidemment sur l'ensemble parce que l'intérieur est conçu comme un espace, là aussi, qui se veut le plus adapté à cette façon de vivre moderne. Donc, tout est lié avec ces grands systèmes colorés qui vont permettre de déployer les fameux 5 points d'architecture. Je vais y revenir sur la fameuse villa de Poissy, avec donc du mobilier à l'intérieur qui est, mais alors, absolument révolutionnaire. Ce sont des meubles de métal qui vont être réalisés dans des usines qui produisent des meubles de bureau. Donc,
on est sur un habitat individuel qui prend ses sources dans la thématique industrielle, qui fait de la thématique industrielle un exemple de beauté et d'adaptation justement à l'esprit moderne. Et ça donne donc ces ensembles qui sont des meubles d'une part qui sont intégrés à l'espace. Vous voyez sur la photo de gauche, donc avec les éléments qui sont appuyés sur les murs intégrés, donc parfois sur l'ensemble, ou alors ces meubles qui permettent de faire la liaison entre deux espaces et qui ont cette capacité d'adaptation. Regardez donc la photo du bas reconstitution par rapport à celle du haut qui montre ce fameux meuble donc déployé qui permet de faire la liaison entre un espace bureau et un espace salon. C'est quelque chose qui est un meuble mais qui est en même temps un élément structurel. Tout ça évidemment avec cette notion de légèreté, d'étude lier des espaces très colorés, comme je vous le disais, par rapport donc à l'ensemble qui permet donc de circuler à l'intérieur de cette structure. Tout ça, ce sont des éléments, bien sûr, qui vont revenir de façon récurrente dans l'œuvre de Le Corbusier. Mais à ce moment-là, il y a la réflexion de Le Corbusier en matière d'architecture, mais une collaboration aussi essentielle, une collaboration avec Charlotte Perriand. On en reparle là aussi beaucoup à l'heure actuelle. Il y a une exposition qui lui a été dédiée à la fondation Vuitton. Et donc, elle commence ses collaborations avec Le Corbusier et aux enfants, notamment dans cette fameuse villa Savoie à Poissy, donc cette fameuse machine à habiter qui, pour Le Corbusier, met en place ces fameux 5 points d'architecture. On le voit très bien. Hein, alors là, on n'est plus du tout dans un habitat collectif. Hein, c'est fait pour une famille donc qui a les moyens, une famille industrielle qui a les moyens justement de développer cet ensemble. Vous avez cet espace posé, hein, cette boîte puriste posée donc sur ces pilotis parce que les pilotis vont permettre d'ancrer, si vous voulez, l'ensemble de ces réalisations sur le premier principe, c'est le principe domino. Le pilotis va permettre de libérer en fait l'espace sous-jacent et l'espace intérieur, puisqu'il va mettre en place ce qu'on appelle une ossature porteuse qui donc évite d'avoir des murs porteurs et qui évite de cloisonner en fait. Donc ces pilotis vont permettre de réaliser ce qu'on appelle le plan libre. Le plan libre, eh bien, c'est celui que vous voyez sur la partie supérieure qui va s'aménager en fonction des besoins évidemment de la famille. Ce plan libre va libérer la façade, c'est donc une façade libre qui va permettre de mettre en place ces fameuses fenêtres en bandeau. Ces fenêtres en bandeau qui vont donner un effet de travelling en fait tout autour, qui vont permettre l'installation de la personne à l'intérieur tout en ayant ce rapport à l'extérieur qui est conçu comme une décoration. Et le dernier point, on le voit très bien sur la photo du haut, c'est l'arrivée sur la partie supérieure, le 5e point donc, de l'architecture de Le Corbusier, qui est la promenade architecturale, l'aboutissement donc, de toute cette structure qui s'enroule et qui aboutit donc sur cette terrasse belvédère développée de façon très précise, donc que l'on voit très bien en hauteur. Alors, à l'intérieur, il faut bien meubler cet ensemble. Et pour meubler cet ensemble, eh bien, vous voyez une fameuse chaise longue en partie basse, c'est évidemment Charlotte Perriand. C'est la fameuse chaise longue LC4 qui a été réalisée avec donc, le travail évidemment de Le Corbusier et d'autres enfants. Elle date de 1928. Vous voyez que dans sa première version, vous l'avez vu apparaître au tout début, elle est recouverte justement de cette peau d'animal. Donc, disais qu'il y avait le rapport à l'Afrique qui était très évident. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle va être conçue dans l'option du confort. Et la photo de Charlotte Perriand est devenue emblématique à ce niveau-là pour bien montrer que c'est une chaise longue qui bascule. Pour arriver à mettre en place la bascule, ça a été très compliqué. En fait, il a fallu regarder du côté de l'aéronautique
C'est ce que vous voyez dans le schéma qui figure en bas. Il a fallu mettre en place un piétement qui bloque le basculement justement de cette fameuse chaise longue. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement technique, mais en même temps confortable et esthétique. Hein. Regardez par exemple l'appui-tête qui se veut là aussi prévu pour permettre ce repos. Alors, il y a d'autres réalisations. Vous avez un fauteuil grand confort qui a été réalisé justement par Charlotte Perriand, justement avec Le Corbusier aux enfants, 1928. Très intéressant, regardez, c'est l'ossature métallique. Là, on est sur du métal laqué, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que le fauteuil, lui aussi, a une assise légèrement inclinée. Les pieds derrière, là aussi, sont légèrement décalés pour permettre justement la mise en place de cette esthétique. Tout ça paraît très simple, mais en fait, chaque élément est particulièrement réfléchi, élaboré pour l'esthétique, sans enlever l'aspect confortable. Parce que le but, c'est justement de faire un meuble beau et utilitaire, ou utilitaire et beau. Hein, les deux vont évidemment ensemble. Donc, elle a fait d'autres réalisations. Elle a fait donc des fauteuils, par exemple, donc ce fauteuil LC1 et un autre fauteuil LC2. Une petite remarque, ce fauteuil LC1, ça a quand même dû vous rappeler quelque chose. Il faut regarder du côté de Marcel Breuer, hein, le fameux fauteuil Vassili du Bauhaus. Ouais, il y a des choses qui sont relativement proches. Il y a des regards, il y a une façon de travailler, même si on retrouve un petit peu l'esthétique de Charlotte Perriand sur l'assise donc inversée sur le travail donc au niveau des accoudoirs et des différents éléments de structure, mais il y a quand même une petite vision. On retrouve donc plutôt le rapport au fauteuil grand confort donc dans ce fauteuil LC2 qui vient de s'afficher. Et puis donc un ensemble là aussi très connu, c'est une table qui s'appelle la table Hospice parce que elle a un mécanisme d'enroulement. En fait, le plateau est réalisé en caoutchouc. C'est Charlotte Perriand toute seule qui l'a réalisé. Donc, le plateau est en caoutchouc et il peut s'enrouler sur la partie droite. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez pousser le bout de cette table qui fait à la fois table, bureau. C'est toujours la même chose, hein. C'est un gain de place. On cherche à faire évoluer l'espace en fonction des besoins de la famille à certains moments. Si l'on veut avoir plus d'espace à l'intérieur, on enroule. Si on veut utiliser de façon bureau, on le déroule. Et de la même façon, ce bureau est relié à la fameuse chaise pivotante LC7, là aussi, une esthétique tout à fait typique de ce genre de réalisation, complétée par une matière qui est tout aussi surprenante que le caoutchouc du bureau, hein, parce que le bureau à cette époque, c'est plutôt du cuir quand même, hein, caoutchouc. Et donc, la matière qui complète l'assise et le dossier de la chaise pivotante, donc là aussi, toujours adaptable un petit peu au temps, c'est du simili-cuir. Donc, vous voyez que là aussi, on va faire évoluer l'ensemble. Et tout ça, c'est présenté dans le fameux stand d'équipement intérieur au Salon d'automne de Paris de 1929. Vous voyez tous les meubles que j'ai présentés qui sont montrés à ce moment-là. Alors, on arrive donc à cette date essentielle, 1929, la création de l'UAM et bien sûr le fondateur qui est Robert Mallet-Stevens. Robert Mallet-Stevens, donc, est un personnage qui a déjà commencé à travailler, bien évidemment. Hein. Il est dans un premier temps, dans une première vie, on pourrait dire, assez proche du Wiener Werkstätte, d'Hoffmann, notamment Joseph Hoffmann. Il a notamment été marqué par la réalisation pour son oncle du palais Stocklet à Bruxelles. Donc, il est assez proche d'une certaine thématique un peu luxueuse, un petit peu art déco. Mais il va évoluer dans sa recherche à partir du moment notamment où il va commencer à travailler avec le cinéma.
L'Inhumaine que vous voyez présenté ici, eh bien c'est un film de Marcel L'Herbier qui est absolument emblématique à cette période, parce que Marcel L'Herbier va faire travailler pour la première fois de véritables artistes, pas que des décorateurs de cinéma, mais des architectes, des peintres, des sculpteurs, dont Robert Mallet-Stevens. Regardez par exemple le salon intérieur extrêmement graphique qui s'est affiché, donc avec l'ensemble qui s'adapte, l'extérieur, l'intérieur en adéquation, et l'apparition aussi d'un autre personnage qui est tout à fait évident à ce moment-là, c'est Fernand Léger. C'est celui que vous voyez apparaître dans une partie des décors, justement, de ce fameux film. Alors, évidemment, Léger s'intéresse au cinéma, c'est un art social, mais Mallet-Stevens aussi est dans cette même thématique. D'ailleurs, vous allez voir qu'il y a une petite frange des artistes de l'UAM qui sont très proches d'une partie gauche de l'échiquier politique. Donc, Fernand Léger apparaît ici pour cette volonté d'art social, mais aussi pour le caractère plastique général qu'il veut développer, c'est-à-dire ce mouvement à l'intérieur de la représentation, cette adaptation entre la vie de l'individu et la société, représentée donc par cette beauté mécanique, la fameuse beauté de l'hélice d'avion. Donc, il est logique de le voir évidemment apparaître à ce moment-là. Donc, Mallet-Stevens travaille donc pour ce décor donc, du film, mais il continue bien évidemment à réaliser également des mobiliers, par exemple. Regardez cet élément un petit peu de transition qui est cette armoire bar, qui est un petit peu proche de l'art déco. Hein. Regardez par exemple les lames d'acajou qui sont présentées sur l'ensemble, mais en même temps c'est un meuble très moderne par l'aspect télescopique du bar, et notamment, qui se trouve sur la gauche, qui se déploie justement tout cet aspect transformable, et puis par la netteté de certains éléments. Regardez notamment les poignées de métal qui là aussi forment des éléments graphiques, mais participent aussi à cette vision utilitaire du meuble. Alors, il en fait un certain nombre. Hein. Mallet-Stevens, c'est quand même un grand architecte, mais à ce moment-là, il est aussi très impliqué sur ses aménagements d'intérieur. C'est vraiment le prototype de cet architecte qui a besoin pour exprimer sa vision d'un ensemble d'éléments. On est vraiment dans la synthèse des arts. Donc, un exemple de ce type de travail, c'est le bureau de tôle laquée et de tubes nickelés, donc la partie supérieure est gainée de cuir, ça date donc de 1925. Un très intéressant ensemble à cause de la présence notamment de la chaise, toute simple, la chaise que vous voyez apparaître sur la droite, c'est une chaise donc qui utilise ces tubes en métal. Mais là aussi, ce qui est représenté, c'est l'harmonie générale. Ça ressemble quelque chose de très évident et très précis. Regardez par exemple le dossier, il est utilisé avec deux bandes plates qui permettent justement une assise relativement confortable. C'est un ensemble très léger à manipuler, et c'est notamment un ensemble qui va être réalisé pour l'atelier des frères Martel. On va en reparler un petit peu plus tard, parce que les frères Martel donc recevaient beaucoup de personnes pour des concerts et avaient besoin de chaises, donc ils empilaient dans un coin et qu'ils déployaient donc au moment où ils présentaient donc ces concerts. Donc, dans les années 30, on voit Mallet-Stevens travailler un petit peu un mélange de matières. Hein. Là aussi, il faut oublier le fait que le mobilier moderne est uniquement composé de tubes de métal. Il y a différentes thématiques de recherche dans ces intérieurs. Le but, c'est la beauté utilitaire. Regardez donc la table basse, donc avec des plateaux de palissandre subcartan chromé, et une table basse, donc avec la participation de Pierre Charot, qui est en bois et métal de 1930. Donc c'est ce mélange là aussi, vous voyez, donc une utilisation non pas des tubes de métal, comme on vient de le voir dans la chaise, mais de plaques de métal chromé. Donc ça, c'est pour le travail de Mallet-Stevens. Autre personnalité très très importante, c'est Francis Jourdain. Je l'ai appelé un petit peu l'inspirateur social, parce que
Francis Jourdain, c'est quelqu'un qui est vraiment très ancré à gauche, très ancré dans une démarche qui veut rapprocher les gens de la création artistique de façon très sincère. Et il y a déjà, donc, au Salon d'automne de 1913, tout un travail de Francis Jourdain. Alors, magnifique ensemble était présenté au château de Bourdon. Malheureusement, vous savez certainement que l'ensemble du mobilier a été vendu aux enchères, hélas. Mais on voit bien que déjà à cette époque, même si c'est des meubles, effectivement, avec du bois, eh bien, ils cherchent déjà à baisser le coût de la réalisation tout en gardant donc le rapport esthétique. Et c'est dans la logique, évidemment, qu'en 1928, il va produire une maquette pour une revue qui sera essentielle pour l'UAM, qui est donc une revue qui s'appelle le Répertoire du goût. Et il y a donc une maquette très intéressante de Francis Jourdain, qui est un living room coloré. On retrouve toujours ces espaces où la couleur joue un rôle au même titre que le meuble. Et vous voyez que le meuble, justement, est intégré avec cette vision esthétique et dynamique de la couleur. Il y a vraiment une vision de l'aménagement intérieur qui est bien sûr dépouillé, mais qui se veut donc là aussi agréable à vivre. Un cas à part, un peu comme Alice Stevens finalement, c'est Hélène Gray qui a été redécouverte relativement récemment, mais dont les créations sont extrêmement connues et qui commence donc à travailler un petit peu avant la date donc de création de l'UAM. Elle va participer de façon extrêmement logique, mais elle a commencé là aussi un petit peu comme Alice Stevens d'ailleurs, dans un travail un petit peu précieux avec de la laque par exemple, et c'est dans ce sens-là qu'elle va créer son fameux paravent de briques en bois laqué. On est en 1923. Si extraordinaire, parce qu'un paravent, logiquement, c'est fait pour sectionner, pour structurer l'espace, cloisonner l'espace. Eh bien, elle, au contraire, elle va l'utiliser pour moduler l'espace, pour donner, avoir des respirations de lumière à l'intérieur de cet espace. C'est absolument révolutionnaire. Et en complément de ce type de réalisation, elle va commencer à travailler sur le mobilier très simple, donc en tube chromé, vous avez le lit par exemple, et surtout la fameuse table ajustable que vous voyez apparaître ici, donc créée entre 26 et 29. Toujours cette histoire de date essentielle qui va permettre de situer en fait cette création dans la villa E10 de Sète. Cette table ajustable, en fait, a des plateaux de verre qui peuvent s'enclencher sur les différentes encoches que vous avez donc au niveau de la partie gauche. Donc, ça permet de mettre une table à différents niveaux, table de chevet ou table basse, un petit peu selon ce qu'on veut réaliser. Là aussi, une possibilité de transformation d'un meuble qui reste extrêmement élégant et dans le même principe, dans le même type d'utilisation, ce fameux guéridon, bois peint et tube métallique qui est tout dans un décalage élaboré, qui était donc toujours un prototype. Hein, on est dans ces fameux meubles de 26-29 hein, qui n'ont jamais été déployés en grande série, mais qui étaient conçus comme des meubles justement aisément adaptables. C'est vrai qu'on l'a redécouverte un petit peu, cette esthétique, après coup, après sa mort, mais il y a vraiment tout un ensemble de meubles absolument fondamentaux dans cette période. Alors, l'UAM, eh bien, va pouvoir quand même présenter ses créations, ses créateurs, par l'intermédiaire de 4 salons. Le premier salon va donc avoir lieu en 1930. Alors, en 1930, on voit arriver pour la première fois une création très révolutionnaire de Jean Prouvé, qui est une chaise inclinable. Alors, c'est une tôle d'acier laqué. Hein, là aussi, on voit le travail sur les supports. Évidemment, Jean Prouvé va être le maître absolu de cette utilisation de supports, de châssis, de structures métalliques, qui va lui permettre donc d'organiser autour de ce support une assise et un dossier en toile. Là aussi, c'est comme l'histoire du rotin tout à l'heure, c'était des matières qui n'étaient absolument pas utilisées pour des mobiliers d'intérieur. C'était du matériau industriel qui n'était absolument pas intéressant. Jean Prouvé l'utilise pour l'aspect pratique et pour la baisse de coût, évidemment,
que ça procure. Donc, évidemment, Jean Prouvé est quelqu'un qui va revenir de façon très importante dans tout ce travail de l'UAM. Il y a également un autre artiste qui est Jacques Le Chevalier, qui va plutôt être axé sur le travail des luminaires. Donc, une belle réalisation, une belle sélection donc, de ces luminaires, qui sont des luminaires orientables. Là aussi, on commence à voir apparaître cette histoire d'utilisation du luminaire en fonction de l'action qui peut être faite, soit une façon d'illuminer le document que vous avez, soit une façon de donner ce spot de lumière sur un endroit particulier. Donc, c'est lui qui commence effectivement le premier à orienter un petit peu ce genre de choses. Et puis, l'autre artiste de 1930, donc, qui est présent dans ce salon, c'est Joe Bourgeois, avec cette table éclairante. Alors là aussi, c'est surprenant, c'est un meuble polyvalent. Donc l'électricité est quelque chose bien sûr qui est connu, mais le mélange des deux, là aussi, c'est quelque chose de très surprenant. Joe Bourgeois, malheureusement, aura une carrière relativement courte, mais on le voit beaucoup apparaître sur tout un travail de l'UM. Regardez là aussi l'aspect très intéressant de cette partie de tableau assez important et en même temps très transparent lié justement à l'utilisation de l'électricité. Il y a toujours un aspect esthétique qui apparaît dans ces recherches. 1931, eh bien, ça montre là aussi le rapport avec d'autres artistes. Je parlais de synthèse des arts. Regardez par exemple la salle des sculptures de 1931. Vous avez Étienne Viotti, Jean-Lambert Lucky, il va revenir bien sûr, c'est un artiste majeur, les fameux frères Martel, dont on a déjà parlé, Jean et Joël Martel, qui vont présenter, par exemple, dans une autre salle, la Trinité, que vous voyez donc sur la droite, et bien sûr Robert Delaunay. Voilà encore ce passage d'artistes, ce décloisonnement des arts. Il y a cette façon donc d'inclure les arts décoratifs dans l'art de façon générale. On ne cantonne pas l'art à une espèce de représentation désincarnée. Il faut qu'elle se représente dans la vie quotidienne. Donc Robert Delaunay présentant donc ces prismes et ce rapport donc de cubisme morphique tout à fait caractéristique. En 1932, voici l'entrée de l'UAM, très beau sigle qu'on a un petit peu aperçu au tout début de cette conférence. C'est Pierre Legrain qui a mis en place cette représentation du graphisme. C'est intéressant, le graphisme est aussi une façon de s'exprimer, de montrer le dynamisme et la modernité des réalisations. C'est pas un hasard si on retrouve ce type de recherche dans un atelier du Bauhaus et également dans toute la recherche, par exemple, des constructivistes russes. En l'occurrence, en 1932, vous avez également une représentation de Pierre Charot, qui est un très beau lit de métal peint, là aussi très belle matière, avec une tête de lit qui peut s'incliner pour devenir tablette, tablette de chevet en quelque sorte, recouverte de parchemin, matière précieuse, là aussi, une façon de mélanger, là aussi de façon assez surprenante, des matériaux de différentes catégories afin de surprendre, et puis toujours ces lignes extrêmement nettes, dépouillées, qui sont la caractéristique, bien évidemment, de tout cet espace. En 1933, c'est à la Galerie Renaissance que l'UAM va être présent avec, dans une des salles, un bureau de Robert Lallemand, hein, donc toujours ces lignes précises. On voit arriver là aussi pour la première fois un certain René Herbst. Il va revenir notamment dans l'utilisation des tubes de métal chromé. C'est celui qu'on va appeler le maître de l'acier. Il va avoir une collaboration très importante avec l'Office de promotion de l'acier qui est l'OQA. En même temps, donc derrière, il y a une persienne métallique de Jean Prouvé. Oui, on est dans un ensemble qui n'est pas qui n'est pas qu'industriel, c'est un élément industriel qui est utilisé pour un espace intérieur. En l'occurrence, cette persienne métallique était réalisée pour la Cité de la Muette à Drancy. Et je vous parlais donc des affiches. Regardez, celle qui a suscité le scandale justement dans cette année 1933, c'est l'affiche de Jean Tarlu qui parle de désarmement et
Charles-Loupo dans une vision plus traditionnelle qui parle du cointreau, mais avec un photomontage, là aussi extrêmement novateur dans la représentation générale. Donc, on voit bien qu'il y a toutes ces recherches particulières autour du graphisme, c'est tout à fait logique. Alors, je vous disais que à côté donc de ces salons, les artistes de l'UAM avaient besoin de s'exprimer. Et pour s'exprimer, quel meilleur endroit pour le faire que des maisons particulières qui vont être commandées par des artistes, par des mécènes. Et ce sera donc ces fameuses réalisations architecturales emblématiques de cette époque. Alors, on va commencer par les réalisations architecturales de Robert Mallet Stevens. Vous avez cette première création qui est la Villa Noailles à Hyères, qui a été entreprise en 1925, terminée en 1931, mais sans la participation finale de Mallet Stevens. En fait, Mallet Stevens, c'est très surprenant, il a été embauché donc par le vicomte et la vicomtesse de Noailles, le vicomte en fait, à un moment où il n'était absolument pas connu comme architecte. Il était décorateur. Il était décorateur notamment du fameux film de Marcel L'Herbier, mais il n'avait pas fait de réalisation. Il avait fait beaucoup de projets, mais pas de réalisation. Donc pourquoi est-ce que le vicomte de Noailles le recrute? Bien, disons qu'il y avait certainement une vision un petit peu ambiguë à l'origine. Le vicomte de Noailles voulait faire sa petite maison moderne. Sa mère venait de lui offrir un très joli terrain qui surplombait Hyères pour son mariage avec Marie-Laure de Noailles. Donc, il voulait faire une petite maison moderne. En fait, il voulait faire sa maison moderne. Et ça, ils se sont un petit peu heurtés avec Mallet Stevens. Alors, Mallet Stevens a commencé, bien évidemment, on va parler un petit peu de ces thématiques. Il y a des représentations tout à fait typiques du style de Mallet Stevens à ce moment-là, et ses influences tout à fait claires, mais en même temps, le vicomte de Noailles a repris la main, en quelque sorte, à partir d'un certain moment, et a terminé avec un architecte local qui a suivi ses directives, la fin de sa maison. Alors, la vision quand même générale, c'est vraiment l'esthétique quand même de Mallet Stevens qui ressort à ce moment-là, avec ses décrochés, avec ce mur nu très dynamique, avec ses ouvertures. C'est un petit air de d'Hoffmann, je parlais du Palais Stoclet tout à l'heure, mais en même temps, ça montre des représentations beaucoup plus révolutionnaires, du porte-à-faux, du décalage. Il y a De Stijl aussi derrière, le mouvement qui est représenté avec l'artiste Mondrian, ou évidemment en matière architecturale, la villa Schroeder à Utrecht. Et en même temps, il y a la vision de Mallet Stevens. Si vous regardez sur la partie centrale de la photo de gauche, vous avez un élément central qui organise en quelque sorte ce décalage de masse, creux avec cette partie donc très très visuelle, très graphique. Ce démarrage donc d'éléments, eh bien c'était un escalier qui aurait dû aboutir à un belvédère. Le vicomte de Noailles a trouvé que c'était absolument superflu. Il a fait arrêter la construction. Ça a été l'origine d'ailleurs de la dissension avec Mallet Stevens. Et donc à l'heure actuelle, quand vous visitez cette fameuse villa qui est extrêmement spectaculaire, et bien vous avez le démarrage de l'escalier qui est donc à l'intérieur de cette tour et qui s'arrête tout simplement parce que le vicomte a fait casser la partie supérieure qui aurait dû être réalisée. Donc, il a terminé à ce niveau-là. Mais on voit qu'il y a une vision de Mallet Stevens qui n'a pas été finie, mais il a quand même eu le temps de réaliser énormément de choses. Regardez par exemple le jardin. Le jardin, c'est la photo en partie supérieure. Il l'a entouré d'un mur pour se protéger un petit peu de l'urbanisme qui commençait à être un petit peu envahissant, et il l'a ouvert par ces grandes fenêtres qui permettent de faire rentrer le paysage un petit peu comme un tableau à l'intérieur. Ça donne un aspect de calme et de relaxation qui est très intéressant. Quant au jardin que vous avez sur le côté, c'est pas Mallet Stevens, c'est Gabriel Guévrechian, excusez-moi, celui qu'on a vu tout à l'heure, évidemment, ils sont proches, et puis ça correspond à la même esthétique. C'est une vision d'un jardin cubiste en 3 dimensions, avec une vision extrêmement dynamiste. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce jardin, vous ne le voyez pas quand vous rentrez, vous le voyez d'en haut. Ça se découvre à partir d'un certain endroit, et vous avez donc cette vision qui s'organise justement sur différents niveaux, avec ces petits carrés qui ont été un petit peu modifiés parce qu'au départ, Guévrechian voulait mettre des émaux de brillard. Ça n'a pas tenu.
les a changés avec des plantes et de la céramique. Et puis toujours dans ce même caractère dynamique, vous aviez tout au bout comme une espèce de poule bateau, une sculpture de Jacques Lipchitz qui s'appelait La joie de vivre et qui tournait justement sur la partie extrême. Elle a disparu après au moment de l'abandon de cet ensemble. Donc, à l'intérieur, eh bien, on va aménager autant que faire se peut l'ensemble de cet espace. Donc, on va essayer d'aménager au mieux. Par exemple, le salon, eh ben, on se rend compte que le salon, il est derrière le vestibule. Et le vestibule, ben, il permet de faire entrer la lumière, mais le salon, il est complètement obscur. Donc, comment va-t-on faire pour éclairer l'ensemble? Eh bien, on va mettre en place un vitrail sur la partie supérieure qui va donner un caractère tout à fait novateur à l'ensemble, mais sinon c'est un salon aveugle. Hein. Donc ce fameux salon rose qui est dénommé comme tel parce que c'était les mobiliers qui étaient de couleur rose et grise, hein, c'était de la moleskine en fait hein, sur les fauteuils. Vous voyez sur la photo de gauche, eh bien, ce salon donc, est illuminé par ce fameux plafond vitrail, le dessin et de Theo van Doesburg, voici de Steil, il y a toujours ce mélange de références, réalisé par Louis Barillet, justement, on en a déjà parlé, le fameux maître verrier avec lequel Mallet Stevens travaille évidemment, il va travailler les gens avec lesquels il connaît, Jacques Le Chevalier, on l'a vu également, c'est le maître du luminaire, et donc on va faire des caissons en béton armé qui donnent cette structure décalée qui permettent donc d'orchestrer ces éléments de verre en grisaille. Là aussi, tout est très subtil parce qu'il n'y a pas de couleur, mais l'ensemble donne cette impression extrêmement dynamique qui est liée au volume et qui est liée évidemment à la disposition de ces verres. Et puis le mobilier intérieur, eh bien là, on va regarder un petit peu du côté du Bauhaus. C'est Marcel Breuer notamment qui va réaliser les fauteuils que vous avez donc présentés à côté donc du bureau, avec les fameux tubes donc d'acier chrome. Alors, à côté de ce vestibule, vous avez ce qu'on appelle une petite chambre des fleurs qui est minuscule, mais qui est orchestrée avec une vision à la Mondrian, véritablement, de cet espace intérieur extrêmement dynamique. Petite chambre des fleurs, pourquoi? Parce qu'on est quand même dans une demeure aristocratique, un vicomte et vicomtesse de Noailles, donc on coupe les fleurs et on les prépare dans cette petite chambre des fleurs coupées. À côté, eh bien, il y a la salle à manger et le grand salon vitré qui ont été meublés entièrement par Joe Bourgeois. Joe Bourgeois qui va concevoir l'ensemble du mobilier. Regardez l'encoignure, regardez surtout le fameux dressoir étagère qui se trouve dans l'alcôve sur la droite. C'est un mobilier qui a été fait spécifiquement avec quand même de très beaux matériaux, hein, très épurés certes, mais de beaux matériaux. On est quand même, encore une fois, dans une vision moderne et aristocratique. Quant à la pendule que vous avez au-dessus justement de ce dressoir de Joe Bourgeois, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Ah ouais, c'est Francis Jourdain qu'on avait aperçu en 1925. Il va équiper l'intégralité de la demeure d'horloges qui sont intégrées à l'intérieur du mur qui vont permettre de donner justement à l'ensemble des invités parce que cette petite maison moderne, elle est faite pour accueillir justement des invités et des artistes. Il va y en avoir beaucoup. Il va y avoir Man Ray qui va y tourner les fameux mystères du château de Dé. Il va y avoir Cocteau. Il va y avoir énormément de personnes qui vont passer, qui vont apprécier justement l'accueil des maîtres et maîtresses de maison, donc vicomte et vicomtesse. Voici donc la chambre de monsieur. Relativement simple, hein. C'est un mobilier de Charot, l'horloge de Jourdain, on en a déjà parlé. Hein. Regardez là aussi l'élégance très épurée de ce lit donc de Charot. Ça reste épuré, mais encore une fois, ce sont des matériaux qui utilisent un bois avec des lignes extrêmement nettes.
Et surtout, l'aspect novateur, regardez, c'est la chambre d'été. La chambre d'été, elle est juste à l'extérieur de cette chambre de monsieur. Et oui, parce que dans les années 25-30, l'utilisation de ces demeures, c'est l'été. Ça y est, on est passé sur autre chose que la belle époque, hein. On est à un moment où on profite de l'extérieur. Je vous disais qu'il y avait une nouvelle vision du corps jeune, sportif, bronzé en plein air. Donc, on va apprécier les nuits à la belle étoile pendant l'été. Donc, le vicomte de Noailles va faire installer donc un lit hamac suspendu. Vous avez vu les tubulures en partie supérieure, ça permet justement de tenir au mieux ce fameux lit hamac. On n'oublie pas les luminaires, hein, il faut que ce soit confortable, effectivement, on peut lire effectivement à l'intérieur. Et tout autour, le châssis vitré, escamotable, évidemment, c'est Jean Prouvé. Donc, vraiment un aspect extrêmement surprenant de ces éléments. La chambre de madame, donc la vicomtesse de Noailles, avec toujours le même ensemble de décorateurs. C'est pour ça que c'est devenu tellement emblématique. Regardez, le tapis, c'était Hélène Gray. La chaise que vous avez au fond donc de la pièce contre le mur, c'est Francis Jourdain. Le lit, c'est Joe Bourgeois. La table de jeu que vous avez à gauche, c'est Charlotte Perriand. Les tissus, c'est Sonia Delaunay. Et on continue même dans ces petites chambres d'amis qui vont se rajouter à côté. On va continuer, meubles de Joe Bourgeois, parfumés de Perzel. En attendant, voici donc, pour montrer un peu le travail d'Hélène Gray à ce niveau-là, le tapis de Black Magic. Et donc, comme je vous disais, la petite maison initiale, elle n'a pas suffi parce qu'il y avait trop de monde qui était invité. Donc, on va construire d'autres chambres, donc dans une demeure un petit peu plus haut. Donc, cette chambre, une petite villa qui se trouve donc un petit peu en hauteur, comme je vous disais, Joe Bourgeois donc pour les meubles et le plafonnier de Perzel, Jean Perzel, on l'avait déjà vu donc sur ce travail particulier d'éclairage et de non-éblouissement de la lumière. Ça n'empêche pas que on n'oublie pas le travail particulier de Steil, de ce fameux mouvement hollandais. Regardez la chambre qui a été décorée par Siebold von Ravenstein, qui était une chambre très simple avec du mobilier là aussi extrêmement sobre, donc tube chromé, bois extrêmement simple. Et donc, toujours, on n'oublie pas la perspective sportive. Ce sont vraiment des jeunes gens qui se réunissent et qui apprécient le sport, mais là aussi, c'est tout à fait avant-gardiste dans la façon de faire. Regardez le squash, par exemple. C'était une salle spécifiquement dédiée au squash. Et il y avait 2 salles de gym. La première qui vient de s'afficher, c'est la plus connue parce qu'elle intègre des éléments que l'on retrouve justement dans ce fameux film, Le mystère du château de Dé de Man Ray, hein, notamment ce grand élément rond. Hein, en fait, on se tenait donc au poignet et on faisait tourner l'ensemble. Et puis donc l'autre salle de gymnastique qui sert de salle d'exposition à l'heure actuelle. Mais surtout, à côté de ça, l'élément le plus extraordinaire, le plus emblématique, c'est la fameuse piscine. La piscine, donc d'abord, regardez l'ampleur justement de cet élément, regardez le travail du plafond qui rappelle un petit peu ce qu'on avait vu dans le fameux Salon Rose, donc avec un travail donc de coffrage de ciment armé et des petits éléments de verre, un peu moins élaboré que ce qu'on a vu en bas, mais c'est tout de même assez intéressant justement sur l'aspect dynamique de ces caissons qui tournent à 45 degrés et qui permettent donc de créer cette espèce de rythme. Et il y avait d'autres éléments d'une technicité incroyable dans cette piscine, à commencer par les vitres qui donnent sur la terrasse. Là, vous n'en voyez pas, et pour cause. En fait, les vitres ont glissé à l'intérieur de cette structure. Il y a une manivelle qui permet de faire rentrer en fait ces vitres, une espèce de galandage vertical, faire rentrer ces vitres à l'intérieur. Donc, au niveau technique, c'est quelque chose qui fonctionne encore, hein, qui est assez incroyable. Et sur la terrasse, eh bien, il y avait le mobilier dessiné spécifiquement par Wallace Stevens. Oui, il était plus présent sur le chantier, mais
il avait quand même gardé des rapports avec le vicomte de Noailles, donc il a dessiné la fameuse chaise de terrasse de cette villa Noailles que vous voyez en partie supérieure avec cet accoudoir très surprenant hein, à angle droit, complété donc par cet élément de toile qui rappelle évidemment les systèmes de chaises de plage. Et vous voyez que tout est en harmonie avec cette partie droite légèrement inclinée qui permet de se positionner au mieux et de donner l'élégance au meuble. Et en complément donc de cette chaise, vous aviez ces petites tables, vous les voyez hein, sur la photo justement, petites tables donc réalisées en métal. Donc en tôle de métal soudée, hein, donc qui donnait ces caractères assez intéressants. Et en partie basse, vous aviez même un solarium. Donc vraiment, vous aviez un ensemble sportif assez extraordinaire. Alors, Mallet Stevens ne s'est pas contenté que de cette réalisation de la Villa Noailles. Il a réalisé aussi quasiment une rue. Alors, je n'ai pas fait tous les éléments de la rue, mais 2-3 éléments intéressants. Son hôtel propre, qui était en fait son hôtel atelier, hein, qui date de 1928, où l'on voit justement eh bien, toujours cette élégance des décrochés, des surfaces planes extérieures, avec le travail de personnes en particulier. Vous voyez notamment sur la photo de gauche les vitraux de Barillet qu'on va voir dans une photo ultérieure. Et à l'intérieur, donc ces volumes immédiatement perceptibles, très ouverts, avec ces creux, ces éléments donc, qui se rajoutent, qui donnent cet aspect dynamique et très graphique à l'ensemble, d'autant plus que tout le mobilier a été fait par Mallet Stevens ou par des gens qui lui sont proches, notamment le fameux salon avec le bureau de Charot. Ça, c'est un élément que vous avez au musée des arts décoratifs. C'est tout à fait spectaculaire. Vous le voyez sur la photo de gauche. Dans ce vestibule, qui est donc une enseigne, évidemment, pour Mallet Stevens, vous avez aussi un très beau vitral qui a été réalisé par Barillet et en partie supérieure, toujours dans ces espaces ouverts, respirants, transparents. Vous avez donc la terrasse avec un mobilier là aussi extrêmement élégant. Ça vous rappelle les fameuses chaises que l'on a vues justement, les chaises de terrasse que l'on a vues justement à la Villa Noailles. Autre réalisation donc dans cette fameuse rue, c'est l'hôtel atelier des frères Martel. Je vous disais qu'ils étaient très proches. Ce qui est très intéressant dans cette réalisation architecturale, c'est qu'on a l'impression de voir l'aboutissement de ce qu'aurait pu être la Villa Noailles si Mallet Stevens avait vraiment pu faire l'ensemble de ce qu'il voulait. Regarder notamment la partie arrondie au centre qui permet d'orchestrer en quelque sorte tous les décrochés plastiques des éléments tout autour avec le belvédère évidemment tout en haut. Cet ensemble est utilisé à l'heure actuelle par un architecte qui a remeublé dans l'esprit, hein, qui donne vraiment une belle vision, qui a gardé bien évidemment les vitraux de Barillet, les ferronneries prouvées, puisque l'ensemble est évidemment classé. La grande réalisation tout de même de Mallet Stevens, c'est une réalisation qu'il a fait à Croix, qui s'appelle la Villa Cavrois, qui a été fait donc pour un grand industriel, un capitaine d'industrie, et ça explique l'ampleur de cette réalisation. Elle a été faite d'ailleurs à un moment assez emblématique, entre 1929 et 1932, c'est-à-dire à un moment où la crise commence à arriver en France, hein, donc là aussi, hein, l'accueil a été un petit peu surprenant, on va dire, parce que c'est une réalisation absolument impressionnante. Mallet Stevens donc, a réalisé cet ensemble pour une famille de 7 enfants, donc 2400 mètres carrés habitables, 1000 mètres carrés de terrasse, une hauteur sous plafond dans le vestibule de 6 mètres et un très beau parement de briques jaunes qui ont été faites spécialement pour arriver à donner cet aspect graphique. Si vous regardez le détail, vous avez des joints qui apparaissent donc au niveau horizontal. Les joints verticaux ont été masqués au maximum et les joints horizontaux appuyés pour donner cette impression de verticalité, de paquebot, bien évidemment, sur l'ensemble. Toujours axé sur cet élément central qui permet de déployer l'intégralité des éléments plastiques tout autour qu'on avait déjà vu dans l'atelier des frères Martel. Donc, sur la partie sud, eh bien, ces ensembles de terrasses donnent sur la piscine, hein, donc, qui est
qui est en contrebas. Et de l'autre côté, côté nord, eh bien, l'ensemble se déploie un petit peu comme un jardin classique, avec une perspective classique, hein, mais c'est une vision épurée hein, qui rappelle le travail architectural, par exemple, d'un certain Auguste Perret. Hein. Et donc, ce jardin, avec cette vision, se déploie un petit peu comme des perspectives de le nôtre, donc sur la partie nord de cet espace, avec le jardin tout autour. Donc, Miles Stevens a tout conçu, l'intégralité des pièces, la disposition et le mobilier. En partie basse, au sous-sol, il y a donc tout l'espace utilitaire, hein, donc le chauffage, bien évidemment, tout le système de tuyauterie, avec l'eau chaude, l'eau froide, tout l'ensemble donc pour les caves, pour le stationnement d'éléments, donc comme les malles, par exemple, la remise. Évidemment, évidemment donc les parties techniques, hein, si vous voulez, qui permettent justement d'accéder à tout ça. Ensuite, au rez-de-chaussée, au premier niveau, donc, vous aviez ce grand vestibule, on va le voir en détail, hein, qui est cette partie d'accueil démonstrative qui débouche sur le hall. Sur le côté gauche, il y avait un coin donc réserve, enfin, avec la cheminée donc traitée en marbre jaune, puis la salle à manger parentale que vous avez sur la droite, chambre donc de monsieur et de madame sur le côté avec la salle de bain, et au premier étage, deuxième niveau, autour de ce vide du hall central, vous aviez les chambres des enfants qui étaient toutes juxtaposées avec une salle de bain. Là aussi, on utilise bien évidemment le caractère hygiéniste normal de cette demande. Mais partout, vous avez ce caractère tout à fait typique, cette espèce d'élégance propre à Miles Stevens, qui est aussi donc une esthétique parfois un peu japonisante. Quand on voit par exemple le vestibule avec l'entrée de cette lumière, c'est ce qu'il va appeler les boîtes à lumière, avec ces lignes noires justement qui soulignent la disposition électrique. Il y a une espèce de mise en scène qui aboutit donc au centre vers le salon. Alors là, c'est la partie basse, c'est donc la partie de chaufferie, donc avec les tuyaux, et donc en partie supérieure, vous aviez ce hall d'accueil qui aboutit donc sur la salle à manger parentale, là aussi de façon extrêmement sobre, beaucoup d'élégance sur les coloris. Je vous disais que c'est lui qui avait présidé donc à l'ensemble de ces réalisations. Ça vient juste d'être restauré, remeublé. Vraiment, la réalisation est absolument impressionnante. En partie supérieure, c'est les chambres et les salles à manger des enfants, avec un mobilier un petit peu différent. Ça, c'est pas Miles Stevens. Il a fait beaucoup appel Bauhaus notamment, pour meubler. Et puis, vous voyez que dans les coloris des chambres, on retrouve des éléments qui rappellent un peu de style autour de la dynamique des couleurs. La cuisine reste d'une sobriété exemplaire, extrêmement hygiéniste, mais quand même avec un petit caractère graphique. Hein. Regardez le rapport entre la table carrelée, par exemple, et le sol donc, en damier noir et blanc, avec tous les éléments nécessaires, y compris les glacières intégrées que vous voyez justement sur la droite, ou des tables, là aussi, très élégantes, comme la table en chêne cérusée, noir et métal nickelé, que vous aviez en partie basse. Sur le côté gauche, donc, c'était la chambre des parents avec la salle de bain et le boudoir. Donc, cette chambre, c'est toujours Miles Stevens, hein, bien sûr, hein, qui réalise l'intégralité des éléments. Regardez, par exemple, l'intérêt des chevets, des petits meubles de chevet qui sont inclus dans le mur et qui se prolongent avec les lignes horizontales. Il y a toujours un rappel, effectivement, de ces lignes horizontales qui donnent cette vision d'harmonie générale. Et à côté de cette chambre, vous aviez donc le boudoir, là aussi donc refait tout récemment, avec la présence notamment d'une coiffeuse très célèbre, hein, vient du Musée des Arts Décoratifs, vraiment avec ces éléments de bois et de chrome. Je vous disais que dans les années 30, c'était vraiment la thématique de Miles Stevens, toujours en transparence, en mouvement, mais en aspect utilitaire, et puis des éléments qui sont des éléments d'atmosphère. Regardez par exemple le fauteuil arrondi qui va faire le coin autour de cette coiffeuse et qui va séparer un petit peu ces espaces.
Et à côté, la salle de bain, là aussi, avec des matériaux de très grand luxe, de la laque. Ce que vous avez en blanc, c'est de la laque. On va pas aller à l'économie. C'est une maison qui est vraiment destinée à des personnes d'un certain rang. Les très belles terrasses, très graphiques. Regardez comment dire, par jour de soleil, l'ombre de la pergola qui se reflète justement sur l'ensemble de la structure. On a l'impression vraiment d'une vision de peinture qui se déploie à ce niveau-là. Et à l'intérieur, tous les éléments extrêmement modernes. L'horloge intégrée, on l'avait déjà vu à la Villa Noailles, et la TSF également, donc qui est présente à ce niveau-là. Une autre réalisatrice, là aussi emblématique, juste derrière Malé Stevens, c'est évidemment Hélène Gray. Alors, Hélène Gray va faire une réalisation majeure. À ce moment-là, elle est en couple avec un certain Jean Badovici, et c'est pour ça qu'elle va décider de nommer cette maison qu'elle va intégrer donc sur un petit terrain qui est en restanque à côté de Menton, la villa E1027. C'est le mélange des lettres d'Hélène Gray et de Jean Badovici, si vous comptez donc à ce nombre E1027, à cet rythme qu'il faut la voir. Et donc, entre 26 et 29, elle va réaliser cet ensemble qui est accroché véritablement à une restante. Vous voyez très bien sur le côté droit, on rentre donc par derrière. Et de l'autre côté, vous débouchez donc sur cette vision un petit peu paquebot. D'ailleurs, les bâches rappellent un petit peu le bateau, effectivement, qui démarre un petit peu dans cet ensemble vers la mer, avec des éléments de jardin qui sont encore en place, même si c'est en mauvais état. La maison a été laissée à l'abandon, avec le solarium, par exemple, que vous avez sur la photo du bas. Donc voilà la maquette générale, qui est donc une démonstration vraiment de concepts qu'on avait déjà vus sur Le Corbusier, les fameux 5 préceptes de l'architecture, le plan libre, la façade libre, la fenêtre libre, et donc la conception, donc le pilotis bien sûr, et ça permet donc ce circuit architectural vers le haut. Alors Hélène Gray va faire juste un petit élément donc, qui ressemble un petit peu à un belvédère sur la partie supérieure. Elle ne va pas vraiment développer l'aspect terrasse, mais tout le reste a été développé dans cet ensemble pour libérer en fait l'espace intérieur, d'autant plus que c'est axé sur une restante, hein, donc c'est assez complexe au niveau technique. Et donc, elle va aménager l'intérieur. Et là aussi, c'est extrêmement révolutionnaire dans la vision générale, puisque ce sont des pièces d'atmosphère véritablement qu'elle va déployer. Regardez, avant que ce ne soit remeublé, cette espèce de loft général qui va permettre de créer à l'intérieur un espace salon, un espace pour dormir, et une salle de bain qui se trouve par derrière. Alors, cette abstraction de la fresque que vous avez tout au fond, la fresque va être à l'origine d'ailleurs du départ d'Hélène Gray, parce que Jean Badovici va tout simplement laisser Le Corbusier réaliser cette fresque sans la permission d'Hélène Gray, qui va juger il n'y a pas qu'elle, hein, il y en a 3 de fresques, hein, qui va juger que ces fresques de Le Corbusier ont définitivement souillé sa réalisation, et elle va partir donc en abandonnant cette maison. Donc, mis à part la fresque, tout le reste va restituer l'atmosphère, évidemment, de cet ensemble. Comme je vous disais, les espaces au sol vont délimiter les structures, la partie nuit, par exemple, mais également la partie salon. Regardez ce très beau tapis, là aussi emblématique, qui se complète avec des mobiliers tout aussi emblématiques. Le fameux fauteuil transat anti-Comore verni que vous avez sur la droite, avec des assemblages d'acier, c'est-à-dire que ça permet donc d'avoir un confort autour de l'ensemble, et une assise en cuir synthétique, le fameux simili-cuir qu'on avait déjà vu par ailleurs, le fauteuil Bibendum, bien évidemment sur le côté gauche, là aussi tout à fait caractéristique, et la coiffeuse.
Coiffeuse qui montre bien qu'il y a beaucoup de meubles qui étaient des prototypes. Hein. Coiffeuse donc en alu, en liège et en tige fin, qui permet donc d'ouvrir et de voir donc tout cet espace intérieur aménagé de façon extrêmement précise. Le socle permet donc de stabiliser l'intégralité de ce meuble, mais c'est un meuble qui correspond tout à fait à l'esprit général de cette petite maison. Toutes les chambres d'amis ont été prévues pour l'ensemble du mobilier intégré, pour avoir cet aspect graphique. Regardez sur la photo de gauche en bas, on retrouve la fameuse vision de l'élément à tiroir amovible qu'on avait vu préalablement. Il y a tout un système très élaboré autour des ouvertures, hein, les volets que vous voyez apparaître notamment sur la partie supérieure, tout un mobilier qui a été conçu spécialement et que vous devez reconnaître parce que là aussi, il est particulièrement réputé, le fameux miroir planète parce qu'il y a un éclairage intérieur qui donne un aspect un petit peu de soleil et donc une vision un petit peu de planète qui tourne autour de ce miroir. Le fameux tapis, là aussi très connu, bleu marine, qui figure dans une pièce et un petit caractère d'humour qui est très particulier à Hélène Gray, c'est qu'à certains endroits, elle va donner la destination de ces meubles encastrables. Regardez par exemple la photo du milieu en bas, vous voyez apparaître oreiller. À d'autres endroits, vous avez mal. Enfin voilà, ça appartient un petit peu à cet humour particulier. On l'avait vu apparaître en tant que décorateur. Il va également réaliser un ensemble tout à fait surprenant, très très moderne, et qui a beaucoup marqué les esprits, c'est Pierre Charot. Il va réaliser donc cette maison de verre à Paris, donc en 1931, maison qui a la caractéristique en fait de s'intégrer sous un élément, parce qu'en partie supérieure, eh bien, il y avait un locataire qui ne voulait pas partir, donc il a suspendu cette maison en dessous de cet élément donc, qui n'était pas transformable. Donc, au lieu de le mettre dessus, il a mis dessous. Et il a fait donc ces structures suspendues. On les voit très bien. Hein. C'est cette ossature de métal suspendue qui permet d'orchestrer cet ensemble avec ces fameux carreaux de verre qui donnent un aspect opaque dans la journée, mais très lumineux la nuit, très élégant. Et à l'intérieur, une vision là aussi qui s'ouvre à la fois vers l'extérieur et vers la cour intérieure entièrement vitrée, avec des systèmes de fermeture qui d'ailleurs ne sont pas sans rappeler certains systèmes de fermeture que l'on voyait au Bauhaus et qui déploient un mobilier évidemment adapté avec ces structures métalliques. C'est normal, ces poteaux métalliques porteurs, eh bien, ça permet de suspendre justement l'ensemble de la structure. Au niveau technique, c'est une réalisation absolument incroyable. Donc, mobilier adapté, comme je vous le disais, la fameuse table éventail que vous avez un petit peu sur la gauche, mais ça n'empêche pas du mobilier plus classique. Hein. Regardez le piano, notamment, qui figure dans un coin du salon. Alors, sur la partie de rez-de-chaussée, donc, il y avait cette présentation professionnelle et elle était séparée de la partie privée qui se trouvait au-dessus. Pour ce faire, eh bien, Charot va installer des éléments coulissants, donc avec des cloisons de verre et des châssis métalliques qui vont permettre donc de cerner l'accès, même l'accès à la partie privée, puisque vous voyez le départ des escaliers, l'escalier donc qui monte sur la partie supérieure, qui est la partie privée, donc vous avez en partie basse à droite. Dernière représentation emblématique de cette époque, c'est Georges-Henri Pinguçon, latitude 43 à Saint-Tropez. Là aussi, c'est une très très belle réalisation, donc un petit peu sur cet avant Deuxième Guerre mondiale, hein, une réalisation majeure. Tout en ciment armé, qui a comme caractéristique là aussi une contrainte intéressante, puisque la vue est au nord, vers le golfe de Saint-Tropez, vous voyez bien sur la gauche, et la lumière au-dessus. Il va falloir en faire des appartements
pardon, euh, euh, transversaux avec traversant avec donc des coursives décalées pour arriver donc à orchestrer l'espace et la vue à l'intérieur. Ça donne un effet aussi un petit peu de paquebot en général. Et on va intégrer à l'intérieur de cet hôtel un restaurant, une piscine olympique, un casino, un dancing. C'était quelque chose donc de très luxueux. Les derniers éléments ont disparu à l'heure actuelle, mais l'ensemble de cette structure est encore en place. Ce sont des appartements privés à l'heure actuelle. Regardez les espaces intérieurs, tout a été fait par Georges-Henri Fagus. On est encore une fois dans une œuvre d'art total, avec une intégration intérieure-extérieure, une épuration du mobilier. Regardez la salle à manger, par exemple, hein, que vous avez sur la partie haute, qui ouvre sur le paysage. L'aspect très graphique des tapis, par exemple, que vous avez sur la partie basse, qui se complète de l'élément des fauteuils. Là aussi, hein, c'est toujours Pingusson qui a supervisé l'intégralité de ces réalisations. Donc, ces fauteuils de tubes métalliques, croisillon de métal, donc pour l'assise, peint en rouge avec donc suffisamment confortable. Donc, comme je vous le disais, c'est un espace récupéré par des appartements privés. Ça permet de voir la lumière justement intérieure de ces appartements traversants. Et donc, quelques photos d'époque qui montrent justement ce mobilier extrêmement sobre et utilitaire, donc qui vont permettre de mettre au mieux en valeur donc, ce qui était donc à ce moment-là un hôtel. On arrive à un moment un petit peu crucial, c'est ce que je disais, c'est que toutes ces réalisations, il faut pouvoir les diffuser. Et pour pouvoir les diffuser, eh bien, il ne faut pas qu'elles soient réservées à une élite. Il faut donc baisser le coût. Et pour baisser le coût, il faut accepter une certaine forme de standardisation et tout au moins des productions industrielles, parfois en série. Alors, c'est pour ça qu'il va y avoir des collaborations avec certains organismes, notamment le fameux organisme qui promeut l'acier, l'OTUA qu'on avait vu tout à l'heure. Et dans ce cadre-là, eh bien, vous avez André Lursa, le frère de Jean, celui qui donc, se spécialisera dans les tapis. André Lursa, c'est un architecte. Mais c'est également quelqu'un qui s'occupe du mobilier intérieur. Regardez donc son bureau B327, réalisé entre 27 et 30, donc avec cet élément décalé, hein, toujours transparent, beaucoup de sobriété, ou cette table pour la maison Guyonne-Bull, qui était donc une réalisation sur la fameuse rue Malestéven dont on a parlé, avec des plateaux réglables qui ne sont pas d'ailleurs sans rappeler certaines réalisations d'Hélène Gray pour la villa E10 de Sède. Et puis, toujours dans cette utilisation de l'acier, Louis Sogno et Charlotte Alix, donc le fameux tabouret de bar de 1920, pardon, excusez-moi, tabouret de bar de 1929. René Herbst, on l'avait déjà vu dans le salon de l'UAM, lui aussi fait beaucoup de réalisations parce qu'il a cette collaboration avec l'OTUA, donc un guéridon circulaire en bois et tôle chromée, la fameuse chaise de 1930, alors là je m'y arrête un petit peu parce que là aussi c'est complètement révolutionnaire dans l'ensemble, c'est la première chaise qui sur ces tubes de chrome va adapter pour l'assise et le dossier en continu, en harmonie, les fameux sandos qui deviennent un élément de confort, mais puisque c'est un petit truc là, mais également quelque chose qui n'était absolument pas utilisé pour le mobilier jusqu'à ce moment-là. Donc il va faire également tout en tube chromé cette chaise longue, là aussi il faut regarder la pureté des lignes, ou la coiffeuse de 1932 qui vient de s'afficher. Cet organisme donc qui promeut l'acier va organiser des concours justement auxquels vont participer justement des artistes pour essayer de diffuser un petit peu leurs idées de mobilier. Voici dans la revue Acier justement eh bien une présentation de cabines de deuxième classe. Donc c'était un numéro spécial de la revue Acier. C'est Pierre Barbe en 1935. Mallet Stevens aussi va réaliser donc des essais, donc des aménagements de cabines de bateaux. Alors, tout ça va rester à l'état de projet, mais par contre, il va y avoir un élément qui va permettre de réaliser des éléments connus. C'est le concours du mobilier scolaire. Ça, c'est toujours la revue Acier hein, qui
qu'il a organisé. Et ce concours va être en adéquation avec l'émergence d'un mouvement important qui est un mouvement donc autour de l'éducation et notamment la recherche d'écoles de plein air, c'est-à-dire d'ouverture à l'extérieur justement de ce caractère éducatif. Il y a donc une très belle réalisation de cette école de plein air à Suresnes. Ça a été fait donc par Eugène Baudouin et Marcel Lotz entre 32 et 35. À l'intérieur, ces architectes, vous voyez sur la photo du haut à gauche, vont ouvrir véritablement leur classe à l'extérieur et pour le confort des élèves, ils vont créer des pupitres, une classe que vous avez donc tout intégré, le petit bureau et le siège, donc ergonomique bien sûr, qui vont tout à fait avec les recherches de Mallet Stevens présentées au salon d'automne que vous avez en partie basse. Donc là aussi, une photomontage qui permet donc de voir ce mobilier destiné donc à l'enfance qui est esthétique, mais qui reste évidemment extrêmement adapté à la morphologie. Autre élément très important de cette époque, à côté de l'acier, c'est la lumière. Et c'est pas, là aussi, inintéressant de voir qu'à ce moment-là, il y a ce même type de recherche dans certains cercles artistiques autour du Bauhaus, notamment le fameux Moïse-Nadj, notamment de ces ateliers autour de la lumière. Eh bien, l'UAM aussi va participer à des salles d'exposition au Salon de la Lumière, donc entre 34 et 35. Voici la création de Mallet Stevens pour ce panneau du Salon de 1935. Et Félix Aublé, donc toujours dans ce salon, va réaliser une salle à manger, donc avec l'aide de Robert Delaunay. C'est le panneau du rythme sans fin que vous voyez s'afficher, et Sonia Delaunay qui va participer au tissu en couleur simultanée, donc qui va s'intégrer au mobilier de Félix Aublé, au fauteuil de Félix Aublé en tôle. Regardez, ce qui est intéressant, c'est l'absence de dossier. Vous n'avez que la forme de l'ensemble qui est suggérée et vous avez un effet de transparence lié justement à cette absence de dossier. Donc, la lumière, eh bien, ce sont des architectes, décorateurs comme Pingusson et André Salomon qui vont présenter, par exemple, dans ce salon de 1935, une installation autour des ombres colorées. Vous avez Étienne Cournot qui va travailler sur un miroir à pied de verre gravé sur socle de métal en 1935. Sonia Delaunay, bien évidemment. Et Sonia Delaunay, regardez, elle travaille sur quelque chose de révolutionnaire parce qu'elle va utiliser, c'est un élément absolument inutilisé par les artistes à ce moment-là, c'est le Mica Cube. On est en 36 et c'est l'ancêtre du néon. Donc, c'est intéressant de voir qu'à ce moment-là, il y avait déjà des recherches à ce niveau-là autour de cette utilisation du néon. Alors, on arrive en 1937, donc, qui est la grande exposition, qui est l'aboutissement, le summum de ces réalisations de l'UAM, c'est l'exposition des arts et techniques appliqués à la vie moderne qui va se tenir à Paris en 1937. On est juste après le Fonds populaire. Je vous disais qu'il y avait une partie de l'UAM qui était franchement sur le côté gauche de l'échiquier politique, Jourdain par exemple, mais pas que, et évidemment, ils vont avoir une vitrine toute prévue dans cette exposition de 1937. Regardez ce pavillon de l'UAM, c'est Georges-Henri Pingusson qui va le réaliser donc de façon extrêmement visuelle avec cette utilisation graphique du nom qui apparaît donc à la fois sur le phare et sur la partie centrale. À l'intérieur, il y a des réalisations extrêmement diverses. Épuré, Jean Desprez, par exemple, au niveau des vases, ou Tuforca qui va réaliser une soupière. Et là aussi, ça remet en question la vision a priori, comment dire, dépouillée, trop dépouillée peut-être d'un certain mobilier. Regardez Tuforca, la soupière de 1937, elle est en argent et en vermeil, tout en gardant justement la pureté des lignes. À l'intérieur du pavillon de l'UAM, eh bien, vous avez un grand bazar, on va dire, hein, ça a été qualifié comme tel. En tous les cas, sur le fond, vous avez une fresque, encore une fois, collaboration avec Fernand Léger,
attendu. Albert Glaise, Léopold Survage sont des gens que l'on va retrouver notamment dans l'après-Deuxième Guerre mondiale autour des recherches autour d'un dynamisme coloré. Les tissus, c'est Micheline Laurent, Sonnet de Launay de nouveau. Les masques, c'est ceux qui s'affichent sur le panneau que vous avez en avant, donc sur la photo de gauche, c'est Lambert Lucky, qui va continuer à travailler là aussi dans l'après-guerre. Et les chaises de jardin, vous avez certainement reconnu Jean Prouvé pour la structure métallique et une très élégante forme de verre plastique de Jacques André, parce qu'il y a là aussi des mécènes industriels qui vont être présents justement dans cette exposition de 37. Avant d'y arriver, regardez les travaux justement de René Herbst avec des meubles d'appui à usage multiple. Ça, c'est la partie ouverte du meuble, quand même en matière intéressante, acajou, poirier, métal, intérieur cuir. Et quand c'est fermé, ça donne cette vision. Là aussi, c'est un meuble qui figure au centre Pompidou, extrêmement intéressant. Mary Stevens va travailler donc dans ces années-là un mélange avec des visions là aussi assez dynamiques, hein, un fauteuil à patins que vous voyez donc sur la partie basse, j'ai l'impression que l'ensemble va glisser en quelque sorte. Et Jean Prouvé qui commence à réfléchir à des montages de maisons rapides. C'est la maison tropicale que vous avez là dans l'après mondiale qui va compléter justement ce type de recherche. Pour la première fois, on voit apparaître André Herman. André Herman, avec cette table de libraire, tout en tôle pliée, peinte et en dalle de verre, qui rappelle beaucoup le travail de Prouvé. André Herman est un architecte que l'on va retrouver, par exemple, sur la réalisation du musée Chagall à Nice, mais il travaille à ce moment-là sur le mobilier, hein, toujours cette espèce de partage de réalisation. On retrouve également une table guéridon de René Coulon. Là aussi, on retrouve l'utilisation du mécène Saint-Gobain, qu'on va retrouver dans un pavillon, et Jean Dunant, qui vient plutôt de l'art déco, mais qui a ici présenté une très intéressante œuvre à cause de la technique de lac sur ciment, un encadrement de métal, donc qui est extrêmement surprenant. Alors, il y a beaucoup de pavillons, bien sûr. Il n'y a pas que le pavillon du AM, mais il y en a un quand même qui est assez extraordinaire, qui va marquer les esprits, c'est le pavillon de l'aéronautique et des chemins de fer. C'est Félix Soblet, qu'on avait déjà vu, qui va se faire aider de Robert Delaunay, c'est pour ça que vous avez la maquette hein, qui apparaît sur le côté gauche. C'est cette notion de rythme sans fin que Robert Delaunay va déployer avec son épouse Sonia. Ils vont travailler également avec Survage et Léopold Survage et Roger Bissière pour mettre en place cette structure incroyable qui permet aux visiteurs de monter par des passerelles sur l'ensemble pour se rapprocher au mieux des avions. On a l'impression de toucher les avions en vol. La vision extérieure est tout de même assez incroyable. Sonia Delaunay va travailler aussi à ce moment-là, d'ailleurs, pour la petite histoire, au niveau de panneaux muraux, comme par exemple cette étude que l'on voit pour une conception qui s'appelait le Portugal. Alors, Mallet Stevens va réaliser un certain nombre de pavillons. Pavillon de la solidarité nationale, de l'électricité et de la lumière, c'est ce que vous avez sur la droite. Ce pavillon donc de l'électricité et de la lumière va présenter donc sur la partie centrale un écran cinémascope, c'est-à-dire qu'il va y avoir des projections en grand sur cet espace et à l'intérieur une vision pédagogique. La vision pédagogique, c'est ce que vous voyez également pour le pavillon donc, de l'hygiène qui est positionné sur la scène, là aussi, hein, c'est quelque chose de visuel, de pédagogique, toujours extrêmement élégant, très transparent dans la vision générale. Et il va continuer, donc Mallet Stevens, avec les pavillons de la CETA que vous voyez sur la gauche, donc qui sont montés un petit peu comme une boîte à cigares, un petit peu gigantesque, mais toujours extrêmement élégante. Il va réaliser également le pavillon des cafés du Brésil et le signal des suivants français, comme vous pouvez s'en douter, avec un espèce d'ensemble en ciment armé extrêmement élégant, donc un point pivot très, très visuel.
Je vous disais qu'il y avait des mécènes industriels. Évidemment, Saint-Gobain qui a un pavillon donc qui va être réalisé là aussi par des architectes engagés dans l'aménagement d'intérieur. C'est Jacques Agnet et René Coulon qui appartiennent toujours à l'UAM, hein, avec un aspect technique extrêmement intéressant. La façade incurvée est une réalisation très complexe à mettre en place donc, et toute la découverte évidemment de la technique du verre à l'intérieur. Et on n'oublie pas, toujours en 37, eh bien, Le Corbusier qui est toujours présent et qui est toujours présent avec des propositions extrêmement particulières, puisque le pavillon qu'il va réaliser, ce pavillon des temps nouveaux, va être monté avec des cordages et des toiles. C'est ce que vous voyez sur la photo donc, qui est en bas à droite. Ça permet de monter quelque chose d'extrêmement rapide pour mettre en valeur eh bien, toute une thématique autour du bien-être donc de la population où il faut avoir ces espaces à vivre. Donc, c'est vraiment toute sa vision sociale qu'il va présenter à l'intérieur de ce pavillon. Alors, donc cette groupe de l'UAM va vivre comme il peut la Deuxième Guerre mondiale. La fin de la Deuxième Guerre va programmer véritablement sa disparition. Il va y avoir des tentatives quand même pour essayer de survivre. Alors, ils ont participé à la reconstruction à certains niveaux. On va retrouver par exemple la collaboration Le Corbusier-Charlotte Perriand dans la fameuse unité d'habitation de Marseille, ce qu'on appelle la Cité radieuse, hein, ce grand ensemble donc d'appartements. Un HLM à proprement parler, c'était des habitations qui étaient destinées donc aux personnes qui avaient été, dont le logement avait été détruit, notamment par les bombardements des Allemands au niveau du Vieux-Port, et il fallait les reloger relativement rapidement. Mais c'est vraiment l'aboutissement de toute une réflexion de Le Corbusier. C'est là qu'il va mettre en place les rapports harmonique du modulo, mais surtout, ce qu'il veut réaliser, c'est quelque chose qui soit confortable. Et on retrouve la fameuse notion d'appartement-villa avec le système bouteille-bouteillé, en fait, qui est un système qui permet de mettre en place un duplex, c'est-à-dire 2 étages, comme dans une villa, mais adapté à un appartement. Et pourquoi bouteille-bouteillé? Parce que les deux éléments de structure s'imbriquent l'une au-dessus de l'autre. Hein. C'est un appartement en gris foncé, un appartement en gris clair. Et ça s'imbrique parce que il va limiter le nombre d'arrêts de l'ascenseur pour permettre une fluidité de l'ensemble. C'est vraiment toute une conception. Hein. Je ne vais pas revenir en détail. Ce qui m'intéresse à l'intérieur, c'est le travail de Charlotte Perriand. Voilà son prototype de cuisine. Et oui, on est dans la femme moderne. C'est une cuisine ouverte qu'on appelle à l'américaine, mais qui permet à la femme d'être présente dans la cuisine, mais en même temps qui permet de discuter avec les amis qui sont installés au salon à côté. Et puis l'ensemble est particulièrement pratique. Tous les meubles adaptables avec ces éléments qui peuvent glisser très facilement, le meuble commode passe-plat que vous avez sur le côté gauche, tous les éléments, là aussi, on est quand même dans des appartements donc aménagés comme des appartements de luxe ne le sont pas à cette époque-là. Tout est intégré. Le système, évidemment, avec l'eau, avec les évacuations d'ordures. Alors, ça n'a pas très bien fonctionné, mais c'était prévu. Le deuxième bac à côté donc, du lavabo, de l'évier, c'était donc un élément où l'on pouvait donc jeter les ordures qui étaient ensuite broyées, donc un petit peu enrayées, mais ça existait quand même. Il y avait une hotte, là aussi, très surprenant. Donc, le système d'aération était évidemment inclus à l'intérieur. Donc, il y avait vraiment un ensemble pratique qui était incroyable. Vraiment, à ce moment-là, c'est daté, bien sûr, à l'heure actuelle, mais pour l'époque, c'était vraiment une conception qui était particulièrement intéressante. Au Havre, on retrouve Perret, Auguste Perret, bien sûr, proche de l'UAM, mais surtout des membres qui vont travailler pour lui. Marcel Gascoigne, par exemple, qui va réaliser la chambre d'enfants que vous avez sur le côté droit, qui est donc très inspiré de la réflexion des Nordiques sur un mobilier en bois clair,
adapté aux enfants. Un plan flexible, on arrive à René Gabriel, donc sur l'adaptation de la salle à manger avec ses portes glissantes, espace flexible évidemment. Donc, ce sont des prototypes d'appartements qui vont être installés sur l'ensemble de ces reconstructions qui sont régulées, mais qui ne sont pas toutes similaires, puisque Perret va évidemment travailler avec d'autres architectes. Au moment de la reconstruction, on retrouve également Prouvé, qui est là pour apporter une solution à tous les déplacés qui ont besoin vraiment dans l'immédiat d'un espace. Ce sont ces fameuses maisons montables en quelques jours qui permettent donc d'asseoir une ossature métallique et autour de monter extrêmement rapidement ces cloisons de bois. Alors, c'est un peu temporaire hein, parce que les systèmes de flux ne sont pas prévus à l'intérieur, l'eau, notamment le chauffage, mais ça permet quand même une solution, une adaptation donc à des solutions d'urgence dans l'après Deuxième Guerre mondiale. Donc, de plusieurs systèmes, vous avez l'ensemble carré, 6 x 6 mètres ou 6 x 9 mètres que vous avez à côté. Donc, il a réfléchi, il en a produit beaucoup hein, de ces maisons modules montables et démontables, bien évidemment. Par contre, ce qu'on va trouver évidemment dans cette après-guerre, c'est une individualisation en fait des créateurs. Autant avant, il y avait ces groupes d'amis qui travaillaient régulièrement ensemble, on va voir très rapidement apparaître à partir des années 50 des groupuscules qui vont défendre leur propre vision de l'aménagement intérieur. L'ARP, par exemple, l'Atelier des recherches plastiques 53-57, où va être présent Pierre Gariche, un très grand designer qu'on va retrouver évidemment plus tard. Donc, dans les années 50, il a réalisé des fauteuils en lin marron. Il va réaliser des lumières, là aussi, qui s'orientent un petit peu selon l'espace. Et le luminaire G23 à double balancier. Il va regarder du côté un petit peu de l'espace pour avoir cette vision futuriste. Fauteuil Luna, Jupiter, Polaris et Mars. Dans ce même groupe, vous avez Joseph André Motte, là aussi très grand designer, qui va faire des ensembles assez spectaculaires, mais on est bien plus tard dans les années 60-70. Là, vous le voyez réutiliser une thématique de rotin pour le fauteuil de 1952, mais c'est un fauteuil beaucoup plus enveloppant. On n'est pas du tout dans la même esthétique. Par contre, la commode Evelyne de 59, qu'il a présentée aux Arts Déco, regardez, les matières utilisées, c'est du teck et des boutons d'ivoire. Il est très à l'aise avec la juxtaposition d'éléments parfois surprenants comme l'opaline et le formica. Le formica, c'est une usine française qui va le produire et il va y avoir donc ces collaborations pour permettre d'abaisser le coût justement de ces réalisations. Vous avez également le groupe 4 où on voit apparaître Geneviève d'Angle et Christian de France avec des meubles là aussi beaucoup plus enveloppants, assez typiques de cette esthétique qui va être l'esthétique des 30 Glorieuses, ou Alain Richard, donc avec une banquette et des appliques avec lumière dirigée, mais tout intégré sur un espace intérieur. Et puis apparaît à côté, mais c'est très temporaire, un groupe qui est donc un groupe de recherche qui va mêler, alors là c'est vraiment plus proche de l'UAM, qui va mêler donc des artistes de différents horizons autour du dynamisme de la couleur. C'est Fernand Léger notamment qui exprime le mieux ses recherches, son œuvre que vous voyez sur le côté à droite, cette œuvre qui s'appelle Sans titre et qui est présente donc au musée Léger de Biot. C'est une œuvre sur fibrociment et sa vision, c'est de donner des couleurs à la vie quotidienne. Donc, il va réfléchir à des grandes réalisations murales qui vont dynamiser justement ces extérieurs pour les rendre moins austères. Il faut réaliser quelque chose de vide, quelque chose à moindre coût, mais qui soit esthétique et beau. Donc, dans ce groupe, vous avez l'exposition, la fameuse exposition de Biot en 54 qui va présenter, outre Fernand Léger, Maxime Descombin avec l'oblique mobile, c'est l'élément un petit peu en forme de fusée rouge, et Nicolas Schoeffer, la tour spatiodynamique, ça ressemble un petit peu, ça évoque en fait ce qui va évoluer un petit peu après, ce qu'on appelle l'art cinétique ou l'op art. UAM
essaie de se maintenir à partir de 51, il va accepter l'invitation au fameux salon des arts ménagers jusqu'au moment où il va être dissous, donc en 1958. Alors, ce salon des arts ménagers, il existait déjà avant. Regardez, Malik Stevens, il a déjà réalisé des chaises tubulaires pour le restaurant des arts ménagers de 1939. Et regardez la conception générale. C'est tonique hein, au niveau des couleurs. C'est un acier laqué, mais les aciers sont en cordelette de papier craft. Hein, c'est extrêmement intéressant. Quand Jean Trouvé, lui, il va regarder du côté de ce qui va être un petit peu l'apanage d'IKEA, c'est-à-dire donc du mobilier en bois démontable. Ça, c'est un modèle de chaise de 1947. Le problème, c'est qu'on rentre dans une société de consommation qui veut surtout avoir une démocratisation de ces éléments pour la vie quotidienne. Donc l'UAM va perdre un petit peu son âme, en fait, dans ces ensembles. Alors bien sûr, il va y avoir quelques créateurs qui vont continuer. Regardez donc les réalisations pour la Coquelle Le Creuset de Levis. Regardez la participation de l'UAM au Salon de Milan de 1954. Très rapidement, on va évoluer sur une autre esthétique et une esthétique en fait qui va amener cette dissolution parce que très rapidement, on va se rendre compte qu'il y a une dissociation. Et ça, c'était exactement ce que ne voulait pas l'Union des artistes modernes. Il va y avoir une dissociation entre les architectes et regardez les réalisations, par exemple, du groupe de Montrouge, qui est un groupe d'architectes et exclusivement architectes, qui va réaliser, par exemple, la bibliothèque pour enfants de Clamart en 1965, tout en courbe, en petits espaces, en éléments qui s'incurent, qui vont permettre aux enfants, justement, d'avoir ces petits espaces de vie. Mais le mobilier intérieur, il est d'Alvar Aalto. Intéressant, bien sûr, et il y a une forte concurrence. Je parlais du mobilier nordique, c'est ça, Alvar Aalto, mais vous avez également les Américains, vous avez Rosarinen, vous avez IMS. Donc, tout ça, évidemment, va faire concurrence aux designers purs. Donc, d'un côté, les architectes, de l'autre côté, les designers, même si certains continuent. Hein. Charlotte Perriand, regardez, elle travaille à Saint-Lô pour l'hôpital qu'a réalisé l'architecte Paul Nelson entre 46 et 55, avec un mobilier extrêmement sobre, avec des tubulures suspendues, ou pour une chambre d'étudiants de 1955, où là aussi, c'est un mobilier extrêmement dynamique et très fonctionnel qui va être déployé. Mais au bout du compte, cette dissociation donc architecte-décorateur va amener logiquement à la disparition de l'UAM. On rentre dans la société de consommation jusqu'au moment où on commence à la remettre un petit peu en question. Donc, c'est un petit peu c'est la dernière vision de cette conférence où l'on voit que l'on retrouve justement cette esthétique de l'UAM dans des intérieurs qui ne sont plus des intérieurs surchargés qu'il faut absolument meubler avec tout un tas d'éléments pratiques, mais des atmosphères parfois dépouillées. C'est l'une des réalisations que vous voyez ici, avec un magnifique tapis d'Hélène Gray, par exemple, qui s'appelle Vendingen et qui montre justement peut-être un retour à cette présentation justement de cette vision de l'union des artistes modernes donc, dans la société un petit peu actuelle. Voilà, merci beaucoup.